Et justement, la question se pose pour la France, mais pas seulement. Quelle place pour l'écologie dans l'ère post-Covid qui s'ouvre à peine? Comment concilier les politiques écologiques, la justice sociale et la relance urgente de l'économie alors que la planète traverse une récession historique? Avec nous pour en parler, Laure Noaillat, bonsoir. Bonsoir. Soyez la bienvenue sur TV5 Monde. Vous avez été journaliste à Libération. Vous êtes journaliste spécialiste des questions environnementales et vous publiez ce livre au titre qui interpelle: Comment rester écolo sans finir dépressif. C'est aux éditions Tana. Avec nous également Benjamin Morel qui était là dans la première partie. Rebonsoir, vous êtes maître de conférence en droit public à l'université Paris 2 Panthéon-Assas. On va commencer avec l'une des passations de pouvoir de la journée en France, Barbara Pompili qui remplace Elisabeth Borne. Les premiers mots de la nouvelle ministre française de la transition écologique. Je mesure pleinement la charge qui est désormais la mienne, qui est désormais la nôtre. Je me garderai bien d'établir tout de suite un programme d'action qui serait par nature incomplet. À peine l'aurais-je prononcé qu'on va me reprocher d'avoir négligé telle ou telle urgence, telle ou telle priorité. Et je sais trop la place des procès d'intention dans les débats autour de l'écologie. Je ne demande pas à être jugée sur mes intentions, mais sur les résultats que nous aurons atteints ensemble. Bon, alors là, ça vous remonte le moral ou Non, plutôt... mais attendez, je viens d'écrire un livre pour sortir de l'éco-dépression. C'est pas pour me cogner des informations comme ça. Barbara Pompili à l'environnement, bon, bah, je sais pas, c'est doit être une blague, encore une fois. Non, mais c'est super de mettre des gens, tout le monde est interchangeable. On en a eu beaucoup des ministres de l'écologie. Et l'écologie, elle n'avance pas du tout en politique jusqu'à présent. Mais pourquoi vous lui reprochez à l'État Europe Écologie Les Verts? Je sais pas, je l'ai jamais trop entendu se positionner sur des débats de société très importants liés à l'écologie. Un peu le nucléaire, effectivement. Elle avait présidé une commission sur la sécurité nucléaire, suite à une enquête qu'on avait faite avec Éric Guéret sur la sécurité des centrales. Mais sinon, je sais pas, je sais même pas sa position sur le glyphosate, sur les OGM, sur... J'ai jamais vraiment entendu cette femme politique mais vous auriez mis qui, franchement, on a le sentiment, c'est terrible à dire. C'est ce qui rend peut-être dépressif, c'est que quelle que soit la femme ou l'homme que l'on mette à ce poste, on a le sentiment que de toute façon, il et elle ne pourra rien faire. Ce sont des pantins qui ne veulent pas agir. Quand on a un gouvernement qui sort d'un confinement et dont la première mesure, c'est de nous demander de nous ruer sur notre épargne forcée de 60 milliards d'euros pour aller consommer comme des malades, ou quand l'autre mesure, c'est 10 milliards d'euros pour une activité climaticide, et donc Air France, pour aider Air France, je ne comprends pas en fait la logique. Enfin, c'est eux qui n'ont pas compris ce qui arrivait quand même. Et ce qui arrive, c'est des réchauffements de 2, 4, 5, 6, 7 degrés d'ici à la fin du siècle. C'est pas Barbara Pompili avec ses intentions, et surtout en plus ce que j'adore, elle ose nous dire je me garderais bien de faire un programme. Enfin, je veux dire, c'est voilà. Benjamin Morel. Non, mais je déborde un peu sur votre job, mais Barbara Pompili est présentée comme, pourtant, y compris par des militants écologistes, comme une écologiste sociale. Certains disent une femme politique éco-réaliste. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ce vocabulaire? Non, c'est quelqu'un qui très clairement a des convictions, si vous voulez. Après, il y a les convictions et en effet, la façon dont on peut les faire valoir. Et là, il y a deux ressources principales dont on peut douter pour Barbara Pompili. C'est d'un côté le pouvoir, de l'autre le temps. Concernant le temps, il ne faut pas oublier qu'à partir de septembre jusqu'en janvier 2022, à partir de quoi il ne se passera plus grand-chose parce qu'on sera en campagne, il y a 15 mois d'agenda législatif effectif. Je rajoute des projets de loi de finances rectificatifs tous les 2 mois. On va être en crise économique, en crise sociale. Bref, la possibilité de changer le réel, de faire passer des textes va être en fait extrêmement limitée. La fenêtre avant la fin du quinquennat va être très rapidement refermée. Par ailleurs, il y a le pouvoir ensuite, c'est-à-dire la capacité à porter des projets de loi qui seraient ambitieux en toute autonomie. Or, on sait aujourd'hui que les cabinets ministériaux, là où se trouve réellement le pouvoir, le tampon entre le ministre et son administration, sont en grande partie piloté par l'Élysée. Le seul qui est resté jusqu'à présent, c'était Édouard Philippe. Et l'une des raisons de la nomination de Jean Castex, c'est que vous avez Nicolas Revel, vous avez des proches du président de la République qui ont été nommés au cabinet du Premier ministre. Donc là, il y a très clairement une autonomie de la ministre qui va être relativement limitée, qui plus est avec la Convention citoyenne pour le climat, avec la nécessité d'associer les parlementaires, avec également la volonté de Jean Castex de marier une réflexion dans les territoires avec les partenaires sociaux sur ce sujet-là. Bref, beaucoup d'acteurs vont rentrer dans la liste pour réfléchir à ces projets dans le cadre de la Convention. Ça laisse une marge de manœuvre de la ministre et un volontarisme de la ministre limité pour un temps très limité. Vous partagez le même constat. Le président de la République a retenu 146 des 149 propositions que vous évoquiez de la Convention citoyenne.
Aucune ne trouve grâce à vos yeux, ou alors, vous, quelle est l'urgence selon vous? Qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place si elle en avait les moyens de le faire? Attendez, il faut agir sur tellement de fronts, je ne vais pas vous sortir une mesure. Mais il faut me comprendre, moi, ça fait 20 ans que je suis journaliste dans les questions d'environnement. J'ai vécu des grandes messes, des grands raouts. J'ai même cru, par exemple, il y a 12 ans, au Grenelle de l'environnement sous Sarkozy et Jean-Louis Borloo. Et ce qui était super intéressant, c'est que j'ai vraiment suivi l'élaboration des 2 lois, Grenelle 1 et 2, au jour le jour. Et j'ai également suivi le détricotage de ces 2 lois à l'Assemblée suite à différentes forces. Voilà. Donc, si vous voulez, les mesures de la Convention des citoyens, Convention citoyenne pour le climat, ne sont pas exceptionnellement originales. Elles sont dans les tuyaux depuis... On sait très bien qu'elles ont juste 40 ans de retard, quoi. Voilà, Vous alertez depuis longtemps, y compris sur les réseaux sociaux. Il y a quelques années, vous aviez incarné Brigitte Kyoto sur la chaîne YouTube pour alerter justement sur les changements climatiques et ses ravages. On va regarder un petit extrait, puis après, on vous fait réagir. Bonjour. Tous les écologistes le savent. L'écologie, ça rend dépressif. Et c'est vrai. La biodiversité, l'énergie, l'eau douce. Le climat, c'est vraiment la merde. Et en plus, on passe pour des cons. Alors, comment réussir son malheur tout en sauvant la planète? Bon, d'un côté, il y a les antidépresseurs naturels comme le millepertuis. Faut pas les récolter soi-même et tout, bon. De l'autre côté, on a les groupes de parole. Vous pouvez essayer les groupes de parole, parler, tout ça. Moi, la solution que je préconise, c'est vin bio, parce que de toute façon, ce serait simple, au bout d'une bouteille, sauver la planète et tout, on n'a plus rien à branler, on s'en fout, on va tous mourir en plus, alors franchement, attends, boire des coups. Et puis de toute façon, comme on dit chez les Kennedy, on va pas se laisser abattre. Merci. Voilà, c'est à la fois drôle, ça fait rire Benjamin Morel, c'est aussi flippant pour parler de manière un peu familière. Pour autant, votre livre, il nous donne quand même de l'espoir, il propose des pistes. Il y a beaucoup de Françaises, beaucoup de Français, d'ailleurs beaucoup de citoyennes et de citoyens du monde qui agissent. Il y a des collectivités locales. D'ailleurs, on s'aperçoit que plus on va vers des échelles inférieures, si l'on peut dire, vers des strates inférieures, plus il y a d'initiatives encourageantes. C'est ça qui est super intéressant. On n'a pas besoin d'être aux manettes d'un gouvernement ou à la tête d'une mairie de grande ville, au conseil municipal d'une grande ville ou même d'une petite ville pour agir. Et c'est ça qui est le seul remède, je dirais, à l'éco-anxiété, c'est vraiment l'action. Ouais. D'ailleurs, Vol de nuit, Saint-Exupéry écrit que l'action délivre de la mort. Donc, c'est pas nouveau, c'est pas moi qui invente ça, mais de tout temps, passer à l'action, agir, ça conjure les peurs et les angoisses liées à tout ce qui arrive, quoi. Ouais. Benjamin Morel, vous avez préféré parler d'une percée plutôt que d'une vague verte au municipal. On voit bien qu'il y a quand même une prise de conscience. Vous le disiez dans la première partie, ça va de l'extrême gauche d'ailleurs à l'extrême droite, ou bien parce que c'est tendance, ou bien parce qu'on est réellement convaincu qu'il faut des politiques écologiques. Mais est-ce que dans la récession que l'on connaît aujourd'hui, par exemple en Europe, on peut concilier les deux? Laure Noaillat disait, on nous dit acheter, acheter, consommer. Est-ce que c'est possible, sincèrement? D'ailleurs, le reproche qu'on fait aux écologistes, c'est de dire vous êtes pour la décroissance, ce qui n'est pas toujours vrai. Alors, c'est pas toujours vrai. Et quand vous écoutez Emmanuel Macron, notamment devant la Convention citoyenne pour le climat, il y avait justement cette idée d'une écologie qui serait non décroissante. Est-ce que le logiciel est pertinent ou pas? C'est pas à moi de le dire, je suis pas spécialiste d'économie. En tout cas, il y a une vraie volonté aujourd'hui d'utiliser notamment les plans de relance, à la fois au niveau français et au niveau européen, parce que ça passe par du local, mais ça passe également par ces grands plans de relance qui peuvent permettre de réadapter l'économie, de transformer l'économie dans des secteurs verts et en même temps porteurs du point de vue de la relance. Donc ça reste aujourd'hui une possibilité. Après, tout à l'heure, on parlait de Barbara Pompili. La réalité concernant cette nouvelle, politique écologique du gouvernement, là où probablement il va falloir évaluer justement les intentions réelles du gouvernement au-delà de l'affichage, au-delà de la volonté aujourd'hui de s'adresser à un électorat qui pourrait être tenté par un vote vert. Ça va vraiment être ce plan de relance, et les vraies clés aujourd'hui de la politique écologique du gouvernement, elles sont chez Barbara Pompili, mais elles sont surtout d'abord et avant tout à Bercy, dans les mains de Bruno Le Maire. Et là, tout reste à montrer, tout reste à prouver. Et ça passe par ce qu'on appelle les circuits courts. Selon vous, la souveraineté
économique, ça peut être un allié Alors moi, si vous voulez, le confinement m'a prouvé, si c'était vraiment nécessaire, que j'avais pas besoin de 150 magasins ouverts qui vendent 150 trucs différents, qui sont assez superficiels et légers. Je pense que beaucoup de gens se sont galvanisés et activés pendant ce confinement. On s'est rendu compte qu'on n'était pas plus malheureux en consommant moins. Et surtout, oui, ça se passe dans les territoires. Effectivement, vous avez des collectifs, parce que une des clés également pour lutter contre l'éco-anxiété, c'est de lutter contre la grande solitude qui nous étreint face à ces enjeux globaux. Et donc, du coup, vous vous retrouvez avec des collectifs. L'idée, c'est de monter des collectifs, de se retrouver, de boire des coups, pourquoi pas, mais surtout d'essayer d'imaginer et de faire le monde dont on rêve, plutôt que de déconstruire en permanence les choses qui sont faites, quoi. En tout cas, si on veut en savoir plus sur l'éco-anxiété, la solastalgie, la dépression verte ou leur burn-out bio, eh bien, c'est à lire absolument. Comment rester écolo sans finir dépressif, Laure Noila. Merci à vous, Bruno Morel, exactement. Vous avez envie de le lire, on imagine. Bah oui, vous en avez donné envie, donc ce sera avec grand plaisir. Merci beaucoup.